Je vous propose de continuer à parler d'enjeux évidemment liés à l'écotoxicologie microbienne, mais on va ouvrir un petit peu le spectre des thématiques qu'on a commencé à aborder ce matin. On a parlé d'enjeux émergents, là on va parler d'environnement, de société, de questions en lien avec l'économie. Et pour parler de ces sujets, je voudrais qu'on demande à Olivier Perceval, qui travaille au service fonctionnement, préservation, restauration des écosystèmes aquatiques continentaux et marins, à la direction de la recherche et de l'appui scientifique de l'Office français de la biodiversité. Je voudrais qu'on demande aussi à Jean-Michel Monnier, CTO à Hydreka et Noveo, à Jean-Yves Madec, directeur scientifique de l'Axe antibiorésistance à l'ANSES, qui a été évoqué tout à l'heure, à Cécile Grand, chef de projet sur les sols pollués à l'ADEME, et à Anne-Leila Masterheim, président de la société Plastic at Sea, de bien vouloir nous rejoindre sous les ovations nourri également de... Merci. Oh, ça fait du bien. Alors, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir. Il y a un truc, je sais pas, les chaises ne vous conviennent pas. Faites un bruit d'un coup tous ensemble et comme ça, c'est bon. Peut-être pour ça. Alors, plein de choses à aborder avec vous, parce que l'écotoxicologie microbienne fait... malheureusement, peut-être quoique rarement la une des journaux, et pourtant nombreuses sont les questions environnementales, sociétales et économiques qui ont un lien direct avec des problématiques et des recherches qui se rapportent à l'écotoxicologie. Je l'ai dit rapidement en présentant vos intitulés, antibiorésistance, pollution des sols, pollution des milieux aquatiques. On va faire un tour d'horizon de quelques défis et solutions dans la continuité de ce qui nous a été évoqué tout à l'heure à propos de ces enjeux émergents. Je vous ai rapidement présenté, mais je voudrais faire un premier tour de table. Et puis là, on va également essayer d'être en lien avec le public. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos réactions tout au long de cette discussion, de cette table ronde sur les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques. Je voudrais faire un petit tour de table d'abord pour voir d'où vous allez parler. Ensuite, on va parler d'enjeux environnementaux, d'enjeux sociétaux et d'enjeux économiques. J'ai choisi de distinguer un petit peu de suivre cette thématique-là. Monsieur Madec, antibiorésistance, un sujet au départ thérapeutique quand même. Vous n'avez pas de micro, mais je vais vous en donner un. Voilà. Comment est-ce que comment c'en est devenu un sujet dans l'écotoxicologie microbienne et quelle est sa place dans cette discipline, dans cet univers disciplinaire? Allez-y, l'allumez, vous pouvez parler dedans, mais de temps en temps, il a des petites sautes d'humeur. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, les antibiotiques, c'est avant tout un sujet thérapeutique, clinique. Avant tout, parce que c'est comme ça que ça a démarré, parce que les antibiotiques, ça sert à soigner les gens. Et donc, la résistance aux antibiotiques, c'est le fait que les bactéries deviennent résistantes quand on utilise des antibiotiques. Et donc, les infections bactériennes ne peuvent plus être soignées ou sont soignées de façon plus difficile. Donc, c'est vraiment un sujet, j'allais dire même médical, parce que les vétérinaires ont mis longtemps à rentrer dans le débat. Pourtant, ce sont aussi des praticiens. Pourquoi ? Parce que l'échec thérapeutique est bien moins prégnant en médecine vétérinaire. On est sur des médecines collectives. Quand vous avez des troupeaux de 10 ou 20 ou 30 000 poulets, s'il y en a un qui meurt, c'est pas très grave, alors que dans un hôpital, c'est un drame. Vous voyez, la relation au patient n'est pas du tout la même. Oui, et on a une notion économique qui fait que l'échec thérapeutique... on réforme des vaches quand elles donnent plus de lait, ça veut dire qu'on les envoie à l'abattoir. Donc on a d'autres, c'est inscrit dans un autre contexte qui est évidemment très économique. Donc les vétérinaires n'avaient pas vraiment ça sous les yeux, alors qu'un médecin, il a évidemment ça sous les yeux. Donc c'est avant tout une problématique médicale, mais c'est vrai que c'est devenu une problématique plus globale pour deux raisons, parce que les résidus d'antibiotiques vont dans la nature et les bactéries résistantes qui sont sélectionnées dans les tubes digestifs des êtres humains et des animaux vont aussi dans la nature. Donc il y a évidemment un impact supposé sur les écosystèmes naturels. Diriez-vous aujourd'hui que c'est devenu vraiment, en 2023, un sujet d'écotoxicologie aussi, l'antibiorésistance, ou est-ce qu'il faut encore convaincre de ça ? Oui, je pense qu'il faut encore convaincre parce qu'on le voit bien dans les politiques publiques sur les antibiotiques. On a des politiques très affirmées en médecine humaine et en médecine vétérinaire. On n'a pas encore, par le ministère de l'écologie, de vraies trajectoires claires sur la lutte contre l'impact des résidus antibiotiques et des bactéries antibiorésistantes dans l'environnement.
On l'a de façon indirecte par des approches sur l'eau de façon générale. Voilà, mais il y a pas. Donc il faut encore convaincre. Et je crois que dans le domaine, dans le cadre One Health, je crois que l'environnement est encore loin du cercle premier des préoccupations immédiates de l'homme. Voilà. Et on va voir avec vous dans quelques instants comment on peut adresser mieux encore ce sujet. À votre droite, il y a Madame Grand que je présentais à l'instant, Cécile Grand. Bonjour Madame. Oui, merci bonjour. d'être là. Chef de projet sur les sols pollués à l'ADEME. Oui, donc. Alors, je vais vous demander juste quelque chose, pardon, parce que ouais. on est un peu entre nous, certes, mais il y a, voilà. Si vous pouviez juste vous tourner un tout petit peu pour regarder le public, ça sera plus sympa aussi pour eux. Mieux connaître l'intérêt des micro-organismes pour la dépollution des sols et des nappes, ou des nappes. C'est quoi les enjeux pour l'ADEME et de quoi vous vous occupez, j'allais dire, au quotidien sur ces thématiques? Alors, on a plusieurs missions à l'ADEME, donc j'avais plusieurs casquettes. Maintenant, il y en a une qui est moins forte, mais on s'occupe des sites pollués à responsable défaillance, c'est-à-dire des sites qui font l'objet qui en fait sont à l'arrêt immédiatement suite à des faillites. Et lorsqu'il y a des impacts qui ont majeurs sur la nappe ou sur les sols, le ministère demande à l'ADEME d'intervenir. Bon, c'est parfois un peu plus compliqué, mais... Et donc on a une action là très opérationnelle puisqu'on est on est chargé en fait de définir les conditions d'intervention. Après, une autre mission dont je parlerai peut-être plus tard, c'est l'appui aux politiques publiques, ce qui nous demande d'animer la recherche, d'orienter la recherche et de toujours être dans l'innovation et de soutenir l'innovation, mais c'est un autre sujet. Donc moi j'ai été confrontée au problème puisque je m'occupais d'un site avec des solvants chlorés et ce qui arrive souvent, transite et transfert vers la nappe. Et lorsque, dans certains cas, même si on traite la pollution sur le site, les solvants sont partis dans l'eau et une fois qu'ils sont dissous dans l'eau souterraine, c'est très très compliqué de les traiter. D'ailleurs, vous m'expliquiez que parfois il fallait juste pas les traiter, qu'il fallait laisser en l'état. C'était une question qu'on pouvait se poser. Non, on retire quand même, il faut maîtriser la source. C'est-à-dire que la logique est quand même d'aller traiter la source. Donc on cherche l'origine de cette pollution et on la retire autant qu'on ne le peut, sachant que parfois il reste toujours des zones inconnues ou des transferts que l'on n'a pas vus. C'est très compliqué sur des sites industriels qui ont un passé important. On en a, nous, quand ils arrivent à l'ADEME, souvent c'est des passés industriels qui ne sont pas toujours bien documentés et pas toujours les plus vertueux. Donc on a parfois des difficultés à retirer toute la source de pollution. Et donc on fait appel à ce qu'on appelle à l'atténuation naturelle et on fait confiance aux micro-organismes pour réduire cette charge polluante dans la nappe. Pardon, ça veut dire quoi, faire confiance aux micro-organismes? Alors, dans ce cas-là, on fait des diagnostics et on essaie de mettre en avant des processus biologiques qui sont en place. Alors, nous, on a été confrontés à des processus écologiques qui sont en place à certains endroits, mais qui ne sont pas en place sur d'autres sources, sur d'autres nappes. Pourquoi ? Parce que ces nappes, on n'est pas toujours sur des nappes avec des flux continus d'eau. Ce n'est pas un milieu homogène, c'est un milieu très hétérogène, la nappe souterraine. Donc on a des endroits de la nappe où on peut mettre en avance des processus biologiques qui font baisser cette charge polluante, et puis dans certains endroits, ça ne fonctionne pas. Donc c'est là que la recherche arrive et je pense que beaucoup d'industriels sont comme ça, c'est-à-dire que quand on trompe sur un écueil, quand on voit que ça ne fonctionne pas, alors là, on revient au labo et on essaie d'acquérir de l'information plus précise et d'essayer de comprendre. Et j'avoue que sur ces sujets-là, ça reste compliqué de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, quel est le milieu, dans le milieu environnement. Il y a des paramètres qui expliquent, qui devraient expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas toujours simple, on se retrouve vraiment avec c'est du cas par cas. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est toujours faire ce lien entre l'acquisition d'informations sur le terrain. On a besoin de sites ateliers, on a besoin de cas expérimentaux, hélas. Mais revenir au labo de temps en temps pour fonctionner dans des microcosmes plus standards, avec des choses plus calibrées. Je pense qu'on en a besoin parce que là, tout ce qu'on a fait sur le terrain, on reste avec beaucoup, beaucoup d'interrogations. Quelques images, peut-être que vous pouvez commenter. Alors, je les mets dans le désordre parce que là, on est où ? Alors là, on est sur ce site. On est plutôt sur quelque chose qui est un peu plus connu, mais
C'est un andin. Alors, dans ce cas-là, cet andin, il a subi un traitement uniquement par venting, puisque les solvants chlorés... Par venting, c'est-à-dire qu'on a utilisé, en fait, on a insufflé de l'air pour que ces solvants s'évaporent. Alors ensuite, il est juste monté, mais bien sûr, il y a une bâche qui le recouvre. Ouais. Donc on a le même système sur les hydrocarbures où on mettra en avant plus la biologie. Donc dans ce cas-là, on insuffle de l'oxygène pour faire travailler les bactéries pour qu'elles dégradent ces hydrocarbures. Là, ce n'était pas le cas parce qu'on était plutôt sur des solvants chlorés. Mais je dois avoir là, alors c'est plutôt sur, on est plutôt sur l'écologie, mais j'en parlerai tout à l'heure sur l'évaluation des risques pour les écosystèmes. Ici, on voit la mise en œuvre d'un piézomètre. Donc un piézomètre, c'est l'outil qui nous permet de faire des prélèvements dans les eaux souterraines. Et c'est sur ces prélèvements-là que l'on a travaillé, que l'on a essayé de mettre en avant ces processus microbiens permettant de réduire la charge polluante. Et vous êtes venu aussi avec plein d'autres images. Alors là, on est sur des sols contaminés, on voit des hydrocarbures. Là, en profondeur, c'était pour montrer que on a aussi une difficulté sur les sols, c'est qu'on a des milieux hétérogènes et non seulement en surface, mais beaucoup en profondeur. Quand on est sur la pollution, on est beaucoup sur des pollutions à la fois surfaciques, mais en profondeur, sur lesquelles on a du mal. Et là, on voit que la pollution est piégée dans plusieurs couches de sol. Un sujet en soi. Oui. Allez, on change d'univers. Si on allait à Banyuls, j'aime bien Banyuls. C'est joli, les gens sont sympas. Big up à Yves des Devises, si vous nous regardez, Yves, j'en suis sûr. On vous salue. Plasticatsi. Leïla, l'idée de départ, elle vient d'où et quel est le cœur de métier de cette société qui a été créée quand déjà ? Donc c'est une société qui a été créée en 2018 mais qui a vraiment commencé ses activités en 2019. Elle vient, elle vient d'un travail assez récurrent sur l'impact des pollutions sur des organismes biologiques au départ aussi. Parce qu'on se pose des questions sur l'impact de ces activités anthropiques. Donc à l'époque, on s'intéressait surtout aussi à l'impact sur la physio, mais aussi sur le microbiome. Donc on était aussi sur la question un peu de l'holobionte. Puis on avait commencé à traiter de la question de la pollution plastique sur ces organismes-là. Et puis ensuite, on a commencé à s'intéresser avec Jean-François Guillon à l'effet dans l'autre sens, le feedback. C'est-à-dire comment les micro-organismes vont agir cette fois-ci sur les plastiques. Est-ce que certaines de ces bactéries peuvent biodégrader finalement des plastiques ? Donc vous avez développé des tests de biodégradabilité. Voilà, donc au début c'était en laboratoire en tant que chercheur contractuel. Voilà. Et puis au bout d'un certain temps, quand on fait beaucoup de post-doc, quand on est... ce qui était mon cas. J'étais une serial postdoc, à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, j'ai eu le directeur de l'Observatoire océanologique de Banyuls qui m'a dit, et maintenant, il faut faire un choix. Soit tu changes de pays. Ok, ça fait 10 ans que j'ai 3 enfants, je suis mariée avec un autre scientifique, ça va être compliqué. Soit je change de métier. Et à l'époque, on m'avait dit, mais en fait, le monde privé, tu as une mauvaise perception de ce monde privé. En fait, en tant que chercheur, tu es déjà un entrepreneur. Tu le sais pas, mais t'en es un. Tu gères des projets. Vous êtes des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs. Et oui, tu gères des projets, tu gères une équipe, c'est du management, de la conduite de projet, voilà. Le BP, ça s'appelle, le business plan. Chez un chercheur, c'est du budget. Voilà, c'est juste un problème de sémantique. Et du coup, il m'a dit, mais tu verras, essaye. Au pire, c'est perdu. Au mieux, c'est gagné, oui, d'accord. Voilà, quoi, non, mais oui, c'était ça. Mais j'étais toute seule à l'époque et accompagnée par Jean-François Guillon, donc on n'avait vraiment rien à perdre. Et puis on voulait être une passerelle. En fait, on voulait pouvoir aider des sociétés à aller plus vite, à répondre à des questions. Alors voilà, c'est quoi le cœur de métier ? Est-ce qu'on peut le décrire ? Qui sont vos clients ? Qu'est-ce que vous leur dites quand vous allez les voir ? Quels services vous proposez ? Alors, en fait, on accompagne des industriels et des institutionnels pour la quantification de la pollution plastique en milieu marin, mais aussi on est des testeurs. Donc, on teste la biodégradabilité et la toxicité des matières, biodégradables ou non, et recyclables pour certaines. On va vérifier si oui ou non elles sont toxiques. Donc, on va être capable, en fait, de leur fournir, on leur offre la science. En fait, on est une passerelle. Donc, on travaille avec le public, on travaille avec des acteurs privés. Et en fait, on essaye de transférer un maximum les données scientifiques, donc des faits, on donne des faits, pour éviter en fait que certains plastiques qui seraient, par exemple, biosourcés, on entend parler de ces plastiques d'origine animale ou végétale actuelle, mais sauf que si ces plastiques biosourcés ne sont pas biodégradables et qu'ils ne sont pas non plus recyclables, c'est c'est pas une bonne idée. Donc l'idée, c'est de les accompagner et de faire en sorte qu'ils fournissent
qu'ils fabriquent finalement un plastique plus vertueux. Et parfois, s'ils peuvent l'enlever, c'est bien aussi. Et oui, mais après, peut-être que la simple science ne suffit pas à les inviter, à les inciter à le faire, mais on en reparlera dans quelques instants. J'en profite pour diffuser quelques images avec lesquelles vous êtes venus. C'est joli, la biologie marine est beau, capable la de science, fournir quand même. des résultats, donc sur des tests normés, ça suit des normes, et ça permet de tester réellement l'impact toxique de différentes matières. Donc c'est un polymère plus un additif, et si on obtient la tour Eiffel à la fin, c'est gagné. Si elle n'a pas la tour Eiffel, c'est perdu. C'est perdu. Très bien. Allez, on va continuer à parler d'entreprise, toujours impliquée sur des questions d'environnement. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu avec cette photo, Leïla, mais ça représentait quoi, ça, en fait ? D'accord. Ok. Allez, on passe maintenant à... Pas du tout. J'ai un problème avec mon diaporama. Il faut que je le résolve relativement vite maintenant. Je voudrais qu'on parle d'Hydreka. Si c'était possible. Voilà. Parce qu'on a avec nous quelqu'un qui a lancé une société qui s'appelait Innoveo, Monsieur Monnier. C'est quoi les origines de ce biocapteur qu'on voit derrière nous, le biocapteur NOD? C'est quoi son lien avec l'écotoxicologie microbienne? Qu'est-ce qu'il servait à faire et qu'est-ce que vous êtes devenu depuis? Parce que du chemin a été parcouru. Effectivement, là vous voyez le produit fini. Alors mon histoire ressemble un peu à la vôtre au final. Il y a quelques années, j'étais chercheur dans le milieu académique. On travaillait sur la communication électronique entre micro-organismes. La valorisation de déchets, comment produire de l'électricité à partir de bactéries et de déchets. Donc on avait mis en place un premier pilote sur une station de traitement et on s'est aperçu que ça marchait plus ou moins bien. Et en creusant un peu, on s'est simplement rendu compte que en fonction de la pollution, de la charge, le signal et donc l'énergie produite variait. Donc en fait, on avait les prémices d'un capteur qui en fait permettait de mesurer l'activité des bactéries et d'en déduire un certain nombre d'informations sur la qualité de l'eau. Donc lorsque la pollution augmentait, l'activité augmentait. Lorsque il pleuvait, la pollution était diluée dans les réseaux, donc la charge diminuait, donc l'activité des bactéries diminuait, etc. Donc voilà un peu les prémices. Donc à partir de ça, on a créé une société. Alors on n'avait pas de ressources pour financer la R&D. Donc on avait une activité parallèle qui est en lien avec la bioremédiation des sols. Je pense qu'à l'époque, c'était en 2008, quand on a créé la société. Je pense qu'on était les premiers, ou un des premiers, au moins en Europe, à essayer de vulgariser les outils de biologie moléculaire pour faire du diagnostic, du séquençage, savoir si les bactéries présentes étaient actives, capables de dégrader tel ou tel polluant, etc. Position confortable d'être premier sur ces sujets? Alors on était les premiers en France, je vous avoue, non. C'est pas forcément... une position facile, notamment pour vulgariser un peu ces approches, en fait, parce que, au même titre que le capteur, on souffre de normalisation, de compréhension de la technologie, etc. Donc non, c'est pas forcément un atout. On avait une compagnie américaine qui avait la même activité, mais qui était sur le secteur nord-américain. Donc oui, clairement, c'était pas forcément un atout. Alors cette techno, en tout cas, qui permettait d'avoir un suivi comme ça en continu, elle a épousé une autre société, Hydreka. Quelques mots peut-être sur... Enfin, je le dis comme ça, peut-être que c'est trop joli le storytelling. Vous m'arrêtez si je vais trop vite. C'est tout à fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça vous permet de faire aujourd'hui? Et avez-vous encore des liens avec l'écotoxicologie? Peut-être un petit peu moins pour le moment? Alors en fait, on avait un capteur qui était très intéressant, qui nous permettait de faire plein de choses, mais qui génère un signal qu'on ne savait pas du tout gérer. Donc, il fallait faire une acquisition, une transmission, et on n'avait pas ces compétences-là. Donc on s'est rapproché d'une société lyonnaise qui, elle, effectivement, fournissait des solutions de métrologie, avait des data loggers, etc. Donc on a commencé à collaborer avec eux, et puis ils ont fini par effectivement nous racheter quelques années plus tard. Donc on a intégré le groupe, un groupe anglais, qui a repris toute l'activité d'Innoveo historiquement, avec une partie un peu plus bureau d'études, diagnostic, et puis compléter leur parc de métrologie plutôt qualitative, mais physico-chimique et quantitative, avec de la biosurveillance. On va revenir avec vous dans quelques instants sur ce que peut proposer Hydreka et puis sur la façon dont ça rime avec peut-être encore écotoxicologie microbienne. On en reparlera. Je voudrais juste donner la parole à Monsieur Perceval, qu'on n'a pas encore entendu. Olivier Perceval, vous travaillez, je le rappelle, à l'OFB.
l'Office français de la biodiversité. Il s'agit d'évaluer la qualité des eaux face aux pressions de pollution chimique, urbaine, domestique, agricole, notamment ce qui vous concerne, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors l'OFB, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un établissement public à caractère administratif et donc qui apporte un appui scientifique et technique au ministère. On a une double tutelle, écologie et agriculture. Alors des fois, c'est pas toujours très facile à concilier les deux. Pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques en lien avec l'eau et la biodiversité. Et donc nous, dans notre service, donc le service écosystème aquatique, on travaille surtout beaucoup sur la mise en œuvre des directives européennes, à savoir la directive 4 sur l'eau et puis la directive 4 stratégie pour le milieu marin, qui nous incite à proposer des méthodes innovantes en matière de surveillance de la qualité des milieux, mais également utiles pour évaluer l'état écologique, l'état chimique des masses d'eau, que ce soit des masses d'eau de surface continentale, des eaux souterraines, mais également des eaux côtières enfin littorales et côtières. Et vous utilisez pour ça notamment des outils assez innovants. Exactement. Vous m'avez cité en préparant cette émission, non, oui. cette table ronde, pardon. Diagnopict. Qu'est-ce que ça fait, Diagnopict ? Alors, Diagnopict, c'est une nouvelle étude qui est issue d'un partenariat avec l'INRAE, avec Stéphane Pêche ici présent et également l'Université de Poitiers, et qui vise finalement à faire une preuve de concept à l'échelle d'un nombre significatif de sites, puisqu'on s'intéresse à la surveillance de la qualité des milieux. Il faut savoir que les réseaux de surveillance DCE, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers de sites. Et donc, dans ce cadre de ce projet, on vient mobiliser des outils, notamment des outils issus de l'écotoxicologie microbienne, basés sur l'approche PICT, pour Pollution Induced Community Tolerance, qui est basée sur finalement des réponses d'acquisition de tolérance des communautés de micro-organismes, soit autotrophes, soit hétérotrophes, présents sur les biofilms, présents dans les sédiments, et qui nous permettent de révéler une pré-exposition à des contaminants, à certaines familles de contaminants. Ça marche bien pour les herbicides, par exemple, notamment sur les biofilms autotrophes. Il y a eu quelques expérimentations qui ont été également réalisées en laboratoire, surtout en laboratoire, par rapport à la contamination métallique. Et maintenant, on cherche à mettre tout ça en musique en utilisant d'autres approches complémentaires issues de la chimie, par exemple l'utilisation d'approches de non-target screening, donc qui est pour des approches d'analyse chimique non ciblées, qui nous permettent de détecter dans un échantillon sur un site plusieurs milliers de composés, sans forcément pouvoir les identifier, mais de générer des empreintes chimiques, et puis également des approches type ADNE pour justement voir comment parce qu'on parle de l'acquisition de tolérance par des communautés de micro-organismes, ça veut dire que ça s'opère via un processus de sélection, puis de voir justement finalement cette tolérance, comment a-t-elle été acquise et quelles sont les familles, les genres ou les espèces qui sont les plus tolérantes. Et voilà, donc pour faire simple, en fait ce qu'on cherche à promouvoir, c'est la biosurveillance environnementale, c'est-à-dire d'utiliser des réponses biologiques à différentes échelles, que ce soit des échelles moléculaires, cellulaires, au niveau de l'organisme, de son comportement, mais également à l'échelle des communautés. C'est ce que nous permet de faire le PICT, par exemple, pour révéler la qualité des milieux naturels, tout en ayant aussi un souci d'être plutôt dans une démarche de diagnostic, c'est-à-dire qu'à partir de l'observation de ces dysfonctionnements, on doit être capable d'identifier quelles sont les molécules, les familles de molécules ou les pressions qui sont responsables de ces dysfonctionnements. Parce qu'en matière de gestion, ce qui nous intéresse, c'est de réduire finalement l'exposition de l'environnement et de l'homme à ces contaminants, aux contaminants les plus toxiques. On s'inscrit vraiment dans cette démarche. Quand vous entendez M. Madec parler d'antibiorésistance, c'est une notion, un concept que vous rencontrez sur votre sol ? De façon, alors à l'OFB et anciennement à l'ONEMA, on l'a abordé de façon anecdotique, via le soutien notamment à des équipes de recherche impliquées dans des appels d'offres européens. Mais on va devoir s'y intéresser via la DCE notamment, parce que en fait, récemment, alors on parlait un peu de la réglementation, effectivement, la réglementation qui met toujours un petit peu de temps à bouger. Là, il y a des propositions par la Commission européenne de révision de la directive 4 sur l'eau et de ces directives filles, et qui va devoir, finalement, nous, on va devoir, États membres, mettre en place des moyens de surveillance de gènes de résistance aux antibiotiques. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir
s'activer, notamment pour mettre en place des outils opérationnels qui permettront aux gestionnaires de faire cette surveillance. Est-ce qu'à l'ANSES, on parle à l'OFB? Est-ce qu'à l'OFB, on parle à l'ANSES sur ces questions? Oui. Ça me permettait de faire la transition à Monsieur Madec. Oui, on se parle, oui. On se connaît et on se parle. J'imagine. Et on se bien. croise. Et vous croisez, plus que vous croisez même. Ouais. Oui. Ouais. Comment on l'adresse, ce sujet? On s'y prend comment? Et on ne va pas faire un cours dessus, c'est un sujet extrêmement complexe, on pourrait faire une journée entière sur l'antibiorésistance, mais ramener à la question à ce que peut proposer, à ce que peut faire l'écotoxicologie microbienne, comment vous présenteriez ça à un néophyte? Disons que, encore une fois, il y a deux choses différentes. Il y a la pollution par les résidus d'antibiotiques, donc on parle de molécules chimiques, et la pollution par des bactéries qui sont déjà résistantes, qui ont été sélectionnées chez l'homme et chez l'animal. Donc les solutions ne sont pas du tout les mêmes. Si je prends le premier exemple, ce qu'on essaye de commencer à insuffler dans la tête des prescripteurs, c'est de se dire, si vous avez un bénéfice thérapeutique équivalent entre deux molécules, essayez de choisir celle qui a le moins d'impact pour l'environnement. Ça, c'est Ils ne le font pas déjà, ça? Pas forcément, parce que d'abord, ils ne le savent pas forcément. Et ensuite, les molécules n'ont pas la même dégradabilité dans l'environnement. Donc, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote. Les médecins, quand ils ont classé les antibiotiques par importance, on va dire, ils en ont mis deux classes en haut de la pile, que sont les fluoroquinolones et les céphalosporines. Et quand les écologues, je vais les appeler comme ça, sont rentrés dans la salle, on dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Parce qu'il y en a une pour laquelle je suis d'accord, c'est les fluoroquinolones, parce qu'elles ont une vraie persistance dans l'environnement, alors que l'autre, il suffit à peine de les regarder, de les mettre un peu à la chaleur ou à l'oxygène, et elles sont tout de suite dégradées. Donc ça veut dire que la préoccupation du haut de la pile, en fonction des secteurs, n'est pas du tout la même. Et ils ont continué en disant « Mais pourquoi vous n'avez pas mis les tétracyclines ?» Parce qu'elles persistent dans l'environnement. Et la réponse des médecins, c'est parce qu'on n'utilise pas les tétracyclines. Donc on s'en fiche que vous fassiez attention à ces molécules-là. Vous voyez, donc il faut... c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la problématique environnementale, elle a encore du chemin à trouver sa place, parce qu'au départ, on est dans une problématique médicale. Mais par exemple, de commencer à dire à un prescripteur, écoute, si tu as le choix entre deux molécules, tu essayes de prendre celle qui se dégrade le mieux, c'est déjà un premier... Oui, ça, c'est une problématique sociétale même. On est vraiment dans le chapitre 2 de notre table ronde. C'est un enjeu de communication publique aussi. Public et nous, prescripteurs. Professionnels. Oui, professionnels, parce que c'est quand même les professionnels qui prescrivent les antibiotiques, enfin dans le sujet antibiotique. Il y a aussi la question qui est pas loin, celle des normes. On est équipé juridiquement pour arriver à progresser sur ces questions? On est équipé, on peut revenir sur la directive sur l'eau, combien il y a d'antibiotiques dedans, lesquels, pourquoi, est-ce qu'il y en a un parmi X parce qu'il faut qu'il y en ait. Il y a un papier qui est sorti dans PNS l'année dernière, je crois, qui montrait une répartition mondiale des molécules chimiques, où dans le top 5, il y a 2 antibiotiques, le trimétoprime et les sulfamides de mémoire, après des antidépresseurs et je ne pense pas qu'elle soit dans la directive 4, celle-là, par exemple, parce que c'est une autre molécule qu'il y a. Donc, je pense qu'il y a vraiment du travail encore à faire sur l'aspect réglementaire. Ouais. Il y a du grain à moudre. On est sur cette partie de la table ronde qui adresse les questions plutôt liées aux enjeux sociétaux, mais le temps file vite. Si vous avez des questions, des remarques, des réactions, vous connaissez la petite musique, n'hésitez pas à lever la main et on priorisera vos questions ont plus d'importance que les miennes. Madame Grand, je reviens à vous. Il y a un rôle de sensibilisation de l'ADEME sur les enjeux environnementaux qui sont liés à la pollution des sols et des nappes aussi. Oui, alors sur les sols, on a bientôt de la chance, mais je ne sais pas, puisque quand je vois que sur la DCE, vous êtes toujours en train de l'améliorer, on a peut-être bientôt une directive cadre sur la protection des sols qui va arriver. Début juillet. Alors elle a déjà pris un mois de retard, donc elle a échoué il y a 10 ans. On espère que là, elle va... Juillet 2023. 2023. Yes. Donc on ne sait pas, elle va peut-être être amenée à évoluer et elle sera traduite en droit français peut-être que dans quelques années. Mais néanmoins, ça va, je pense, beaucoup bouger, ça va faire évoluer beaucoup de pratiques. Alors, il est vrai que sur les sites pollués, on a une méthodologie nationale de gestion des sites pollués qui standardise un peu les pratiques, et c'est très bien, qui donne beaucoup d'importance aux impacts sanitaires, ce qui est totalement logique. Les impacts environnementaux étaient plutôt abordés sous l'aspect espèces protégées, études d'impact, installations classées. On était sur des politiques d'aménagement et
Il y avait pas, comme dans le sol, on trouve énormément d'organismes qui ne sont pas protégés et il y a très peu d'espèces protégées dans le sol. Les impacts sur ces organismes-là étaient très peu étudiés. Maintenant, cette directive, elle va peut-être faire bouger les éléments puisque les indicateurs vont apparaître. Alors, il se trouve que dans les sols, on connaît quand même beaucoup plus la chimie, la physique et la biologie reste toujours un peu le parent pauvre, hein, même si... voilà, grâce à la recherche, on a été. Je pense que il faut toujours être. Je pense que les chercheurs ont toujours une longueur d'avance. Il faut toujours être dans l'innovation. Donc, heureusement, on ne part pas de rien, mais je pense qu'on n'a pas encore des indicateurs fiables qui nous renseignent sur le fonctionnement biologique. Et pourtant, on se rend bien compte qu'on en a besoin parce que cette biologie, elle intègre en fait plusieurs processus écologiques. Et c'est un moyen parfait pour avoir cette valeur globale en fait, d'un fonctionnement du sol qui est plus représentatif de la réalité, alors qu'en chimie, on s'occupera, hélas, d'un petit compartiment du sol et on n'aura pas cette vision globale. Mais c'est une question intéressante qui émarge un peu de notre discussion, mais c'est une discussion qu'on retrouve dans d'autres sujets sciences-société, notamment sur la crise environnementale, etc. Enfin, c'est plus qu'une crise d'ailleurs. C'est celle du moment à partir duquel on considère que l'état des savoirs est suffisamment constitué, solide, pour avancer réglementairement parlant, normative. Votre vision générale que vous appelez de vos voeux, il faut qu'elle soit remplie à 110% avant de pouvoir incrémenter des normes nouvelles ? Non, je pense qu'il faut que le processus soit continu. Il ne faut pas s'arrêter. C'est quand même des sujets complexes. Donc je pense qu'on ne peut pas y aller. Tambour battant en disant c'est bon, on ne peut pas y aller comme ça en disant on y va. On ne peut pas en trop dire mettant non d'argent plus, on sur sait la table, rien. surtout qu'en tant que cofinanceur, voilà, en mettant d'argent puis on y va. Je pense qu'il y a des initiatives, par contre, de certains chercheurs qui ont fait avancer les choses. Maintenant, il faut les transférer vers l'opérationnel. Il faut peut-être aussi, il y a le changement d'échelle qui a été cité, qui est un problème majeur, c'est-à-dire qu'entre ce que l'on retrouve au laboratoire et puis ce qui se passe sur le terrain, c'est jamais la même chose. Et ces changements d'échelle, avec un milieu complexe sur les sols qui est peut-être un petit peu plus complexe que l'eau, encore que le milieu est déjà complexe, mais je pense que le sol, c'est encore pire. Il faut pas se mettre la barrière trop parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas, mais je pense qu'il y a quand même des évolutions, et surtout en écologie microbienne, qui ces dernières années ont montré que... Moi, je trouve que c'est énorme ce qui est apparu ces dernières années en connaissance des communautés microbiennes. On est en train là de parler de microbiote, mais je pense que ces symbioses, ces sujets en lien avec quel est finalement pas le processus d'une bactérie, mais le processus d'un ensemble de bactéries, c'est des sujets qui émergent, qui vont très très vite aujourd'hui. Je trouve que la recherche va très vite en ce moment sur ces sujets-là. Je voudrais encore une fois, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à lever la main. On continue sur ce thème sociétal, j'allais dire, avec un sujet malheureusement d'actualité, celui des plastiques, et je reviens du coup à vous pour parler de plastique at sea, que vous avez commencé à décrire dans son fonctionnement et dans son cœur de métier. Vous êtes en train de travailler, d'imaginer en tout cas, et c'est intéressant, ça je pense qu'il faut l'évoquer, un label pour tous les plastiques de nouvelles générations, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, ça m'arrive, à destination des consommateurs. C'est quelque chose que vous aimeriez... C'est quelque chose qui a émergé parce que effectivement, on a essayé jusqu'à présent d'appliquer des tests qui étaient des tests normés. Sauf qu'encore une fois, les tests normés, on est en milieu contrôlé, même si on utilise des organismes marins pour les tests de toxicité. Pour les tests de biodégradabilité, nous, on pense exactement pareil. C'est-à-dire que pour vraiment tester qu'un plastique est biodégradable en mer, il faut qu'il ait vu la mer. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas une bactérie isolée une par une. Ce sont des consortiums. Donc, en fait, nous, des fois, on ne sait même pas qui c'est. On met le plastique dans la mer, il y a le consortium qui arrive, le biofilm qui se forme, on le récupère, on passe en milieu fermé, confiné, dans laquelle la source de carbone est uniquement le plastique. Donc, en gros, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de manger le truc. Si le plastique est biodégradable, ils vont être capables de l'utiliser. Et notre but à nous, c'est de permettre en fait aux industriels qui ont été dans cette démarche-là d'essayer de trouver finalement un polymère pour être exact, donc une alternative d'origine donc biosourcée, animale ou végétale actuelle,
mais qui est biodégradable en mer. Si vraiment je le mets en mer, il va être mangé. Après, il ne faut qui pas que ce sera soit une non incitation à le toxique. faire, évidemment, j'imagine. Ah non, mais il faut un moment pour pouvoir ensuite, pour pouvoir transmettre cette information-là à ces gens qui ont fait l'effort de faire ce test-là. Notre but, c'est de définir un label. Donc pour séparer les différents tests, c'est-à-dire pour un plastique biodégradable non toxique, oui, donc il a les deux composantes en même temps, et pour un plastique recyclé, donc un conventionnel mais qui a subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cycles de recyclage, parce que oui, c'est possible, sans changer ses caractéristiques physico-chimiques. Est-ce qu'il est devenu un poison pour l'environnement parce qu'il a été recyclé ou pas? Donc pour nous, c'est une façon de donner en fait aux industriels quelque chose qui permet de les identifier et qui ensuite pour eux permettre de s'identifier par rapport au consommateur. Et du coup, le consommateur peut faire un choix basé sur un fait, sur une donnée qui est ce qu'elle est. C'est ce que la science, la bio, a dit aujourd'hui. Demain, on sera capable de faire mieux, certainement, mais basé sur ce qu'on a aujourd'hui. On pourrait même rêver d'un label qui dirait aux autorités publiques d'interdire de mettre sur le marché des produits, des polymères dont on sait qu'ils ne sont pas, je rêve peut-être, dégradables dans la mer. Disons que quand ils n'ont pas le label, ils n'ont pas le label. Mais je ne peux pas donner. Si le test est négatif, Vous en trouvez facilement des industriels, des entrepreneurs qui acceptent... alors, l'entreprise est jeune, cela dit, il faut recontextualiser ça, mais quel type d'entreprise accepte de passer du temps avec vous? Qu'est-ce qu'elle y gagne à faire ces tests de biodégradabilité? Alors, on est passé de 1 personne en 2019 à 20-22 personnes actuellement. Donc, ça veut dire qu'ils sont venus, il n'y a pas d'erreur. Vous voulez dire des gens qui travaillent dans Plasticati? Oui, donc moi j'ai dû recruter parce que j'étais pas capable de tout faire, c'était pas possible. Donc j'ai vraiment dû recruter des chercheurs et des techniciens et plein de gens. Donc le labo est très gros. Aujourd'hui, héberger l'Observatoire océanographique de Banyuls, c'est très à l'étroit, voilà. Mais ça prouve bien qu'on a des gens, des industriels qui ont eu la volonté de venir, qui ont commencé à poser ces questions alors que la réglementation n'était pas encore mise en œuvre. Et quelle est leur volonté à eux? Finalement, c'est d'être des précurseurs. Donc, de mon point de vue, ce sont des visionnaires. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des personnes, des directeurs, des chefs d'entreprise qui sont venus à moi en me disant en fait, nous, on sait qu'on a un problème et on voudrait essayer de trouver une solution, sauf qu'aujourd'hui, la science ne nous permet pas de répondre à notre question parce que notre produit est trop différent par rapport à tout ce qu'on trouve. Est-ce que vous pouvez nous aider? S'il vous plaît, donnez-nous. Ça se passe comme de ça, la tout science. simplement. Oui, ça se passe comme ça. Mais après, quand ça remonte dans les étages, est-ce que ça suit? Alors ça suit des fois les questions, je vous jure qu'elles sont bien compliquées. Par exemple, la question, est-ce que par exemple la touillette se retrouve oui ou non systématiquement dans l'estomac de la tortue? Bon, alors à cette question, des fois je souffre un petit peu. Est-ce qu'elle passe dans les eaux sous-marines? Est-ce que les microplastiques s'arrêtent à la surface ou est-ce qu'elles transitent? Est-ce qu'il y a un bon plastique d'un mauvais plastique? Est-ce que je dois enlever la couleur? Est-ce que... Enfin, bref, les questions sont... Bon plastique, mauvais plastique, c'est comme... Et en fait, bon chasseur. Et de mon point de vue, c'est de la science appliquée, mais qui demande systématiquement une science fondamentale. Donc c'est vraiment... nous, on fournit de la science, il n'y a pas d'erreur. On n'est pas juste un bureau d'expertise, on offre la science en fait aux industriels, mais aussi à l'ADEME. On travaille beaucoup avec l'ADEME, avec qui on développe des organismes marins pour bioaccumuler les microplastiques dans les cours d'eau et dans les rivières, pour essayer de les augmenter en concentration et permettre leur suivi dans le temps, sur des tout petits qui passent à travers les filets, on ne peut pas mesurer. Et puis on travaille aussi avec l'Agence de l'eau, la Compagnie nationale du Rhône. Voilà, donc il y a vraiment un écosystème qui fait que les gens fonctionnent ensemble, travaillent ensemble, coopèrent ensemble, parce que des fois certains projets sont les uns avec les autres. Donc ça marche parce que on est une passerelle, encore une fois, et c'est ce qu'on souhaite faire en allant encore un tout petit peu plus loin avec ces labels, en étant une passerelle vers les consommateurs à la fin. Mais c'est pas facile d'être pionnier tous les jours. Et je donne le micro du coup à Monsieur Monnier. On s'approche vraiment de la fin de cette table ronde. Donc si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Quand vous écoutez Leïla parler de Plasticati, déjà, est-ce que ça a fait écho à des choses sur lesquelles vous avez traversé, que vous avez connu? Ça peut être intéressant d'entendre ça, cet enthousiasme aussi qui porte les créatrices et créateurs d'entreprises. Et puis, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur la R&D aujourd'hui à Hydreka. Clairement, au téléphone, vous m'avez dit que, encore une fois, on se dit les choses, l'écotoxicologie microbienne, c'est un petit peu éloigné, quoique, sur ces deux points.
Effectivement, quand je vois votre intervention, c'est vrai qu'on se retrouve sur beaucoup de points. Alors nous, on travaille sur le petit cycle de l'eau, donc on va avoir une typologie de clients très très différente. Ça va être des industriels, des institutionnels, des BE. Voilà, donc on va avoir des problématiques différentes, des gens qui travaillent à la source, qui travaillent au rejet, donc avec des besoins différents. Donc je dirais que la difficulté pour l'adhésion de ces nouveaux outils, en fait, c'est plus qu'effectivement on souffre du manque de normalisation, d'une part. On ne fournit pas des mesures réglementaires, là, d'autant plus qu'on parle d'une solution de biosurveillance, on parle de bactéries qui sont naturellement présentes, etc., donc indigènes, pour fournir une réponse adaptée au milieu. Donc effectivement, on souffre de ça. Alors on bénéficie d'une solution continue qui peut déclencher des prélèvements pour faire des analyses réglementaires. Mais bon, malgré tout, voilà. Donc on souffre un peu de cet aspect-là. Et sur donc le deuxième volet, rapidement. Oui, c'était la R&D. C'est vrai que depuis la création de votre start-up au départ, les choses évoluent, c'est normal, c'est la vie d'une entreprise. Néanmoins, vous m'expliquiez au téléphone que l'une des raisons, outre l'amitié que vous portez naturellement à chacun de ses membres, qui vous fait rester connecté à Ecotoxicomics, c'est qu'il faut, quand on est à votre place, toujours savoir ce qui se passe. Parce que si un jour il y a... Moi, je ne vais pas répondre à votre place, je fais les questions et les réponses, ça, pas du tout. Tout à fait, je voyais où vous voulez en venir. Clairement, les liens entre la recherche et le monde industriel, pour avoir fait les deux, sont essentiels. En fait, c'est vrai que quand on est dans le monde de la recherche, on ne se rend peut-être pas trop compte des besoins, des contraintes, et inversement, quand on est dans le monde de la recherche ou industriel, etc., on a du mal à innover parfois. Donc voilà, nous, clairement, on a des priorités de développement sur un capteur qui sont vraiment axées sur l'opérationnel. On va multiplier ou associer notre capteur avec des mesures en continu, avoir des approches multimétriques et puis sortir des indices simples qui peuvent réellement être exploités, utilisés. Et sur la partie, effectivement, R&D, on est impliqué dans de nombreux projets de recherche, alors avec certains d'entre vous dans la salle. Alors on parle de dégradation de plastique notamment, d'antibiorésistance, de biorémédiation. Donc on a encore ces liens forts. On bénéficie au sein de l'équipe de 2 personnes qui sont des anciens chercheurs et effectivement ça facilite aussi cette collaboration. Merci beaucoup. Monsieur Monnier, à votre gauche, je vais te donner le micro à Monsieur Perceval. Est-ce qu'il y a besoin d'outils pour tenir compte, pour finir peut-être sur les enjeux aussi économiques et techniques, pour tenir compte de la diversité, mieux compte de la diversité des contaminants dans le milieu dont on a pas mal parlé déjà, on parlait d'effets cocktails. Il y a des choses qui restent à inventer, à améliorer. Alors, inventer peut-être pas, parce qu'il y a quand même bon nombre d'outils qui sont déjà opérationnels. On a toujours un petit peu tendance à vouloir perfectionner les outils à l'infini, mais je pense que d'ores et déjà, je pense qu'il faut aussi passer par des démonstrateurs. Les montrer déployer, la plus-value, voilà, exactement. Montrer la plus-value de ces outils en complément des approches réglementaires, comme on fait dans le cadre de la DCE, par exemple, on utilise des méthodes d'évaluation qui sont ce qu'elles sont, qui méritent d'être largement améliorées. Et donc, je pense qu'il faut aussi, si on veut persuader, convaincre les décideurs et aussi les gestionnaires de la qualité des milieux de l'intérêt de ces méthodes-là, il faut aussi passer par des démonstrateurs avec des consortiums de recherche, donc des chercheurs qui ont développé les outils, qui les maîtrisent, mais également les opérateurs, parce que pour qu'il y ait une bonne adéquation entre eux, justement, bien répondre à leurs besoins, c'est toujours nécessaire de travailler en collaboration avec les gestionnaires. Et nous, c'est ce qu'on essaie à notre échelle de promouvoir. Y a-t-il des questions de la salle ? Monsieur Garrigue. Oui, merci pour ces excellentes discussions. Moi, je ne suis pas microbiologiste, mais j'ai un peu travaillé avec des microbiologistes et il y a 20 ans de ça, voire peut-être 25 ans de ça, on avait réussi à isoler dans le milieu naturel des bactéries qui étaient en fait hydrocarbonoplastes et capables de dégrader en 10 jours, je dis bien 10 jours, 12 jours, les hydrocarbures, et au final, on n'avait plus que de l'eau et du CO2. Et je me pose la question, aussi bien pour les sites contaminés ou que pour les plastiques, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver, en soumettant un consortium de bactéries
à des plastiques par exemple. Alors bien sûr, plastique, il y a tellement de sources de plastique, mais arriver à avoir une sélection qui se ferait et qui au final on tomberait sur des bactéries qui seraient capables de manger du PET, du polyméthacrylate, etc., etc. Mais sur le long terme, peut-être. C'est pas... Enfin, nous, bien sûr, la recherche, elle a souvent proposé ce genre de d'injection de bactéries de laboratoire. C'est vrai qu'on a toujours été très précautionneux et on n'est jamais passé à l'échelle industrielle ou à l'échelle réelle. C'est resté du laboratoire parce qu'il y a toujours une réticence. Il n'y a pas d'ailleurs de droit juridique. Enfin, le droit n'a pas évolué suffisamment pour encadrer ces expérimentations de terrain où on viendrait injecter en fait, des bactéries de laboratoire ou issues en tout cas d'une sélection naturelle, mais néanmoins, c'est quand même des bactéries qu'on rajouterait dans le milieu naturel. Quelque chose qui... on n'a pas eu de démonstration, mais bon, ça reste quand même un sujet ouvert. Alors on va aller jusqu'au bout de l'exemple. En fait, c'était des bactéries hydrocarbonoclastes qui avaient été en fait récupérées sur le site de raffinage de Fos, voilà, où effectivement, au bout de décennies, il y avait eu des bactéries qui s'étaient spécifiquement spécialisées dans la dégradation des hydrocarbures. Voilà. Qui avait beaucoup travaillé dessus, et puis la recherche s'est arrêtée là. Bon, aujourd'hui, de toute façon, dès qu'on a des hydrocarbures, on a des bactéries qui les dégradent. C'est pas le souci. C'est pas le consortium bactérien, il est là, et en général, il y a tout ce qu'il faut au niveau génétique. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que dans certains cas, il y a des facteurs d'inhibition. On peut avoir des polluants métalliques qui sont associés à ces hydrocarbures, qui inhibent. On peut avoir énormément de facteurs. Un sol qui est très argileux, enfin une biodisponibilité des polluants qui n'est pas la même. Et je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, limite le processus. Mais le processus, il fonctionne. Les hydrocarbures, c'est effectivement dans la nature, c'est une question de temps. Voilà. Je vais aller plus loin. En fait, il y a certaines bactéries qui ont été sélectionnées où ils ont même isolé, donc industriellement, les enzymes ont été isolées pour être attachés à des filtres de machines à laver. Donc c'est Carbios qui s'est lancé là-dedans, pour essayer justement d'activer le processus de biodégradation de matières comme le nylon, très utilisé dans nos vêtements, au moment où les eaux usées, avant que l'eau soit rejetée dans nos systèmes des eaux usées. Donc clairement, on est vraiment sur de la biotechno. Il y a un potentiel pour des applications futures dans le cadre de gestion de déchets ou dont on ne sait pas quoi faire, et plutôt que les brûler, ça c'est très clair. Après, clairement, de mon point de vue, nous, ce qu'on teste, c'est vraiment si jamais l'objet était qu'il était perdu dans l'environnement, quel serait son impact sur l'environnement, quelle est sa fin de vie, d'où l'idée d'aller vers des plastiques biodégradables dans certains usages. Et je précise, dans certains usages. Parce qu'évidemment, le plastique biodégradable n'a pas vocation à se retrouver à remplacer demain tous les plastiques que nous utilisons, parce que effectivement, il se retrouverait, les gens auraient trop la pensée de pouvoir le jeter n'importe où. Donc c'est clair. Voilà, c'est un danger, c'est clairement pas là où il faut atteindre. Mais par contre, la notion de réduction, c'est tellement la base en fait pour les plastiques. Bon, c'est évidemment la première question. La deuxième, dans les fins de vie de ces objets-là, si on va vers des plastiques recyclables et biodégradables, c'est clairement pour des usages qui sont particuliers, pour des besoins qui sont particuliers où on ne peut pas revenir en arrière parce qu'on lutte contre le gaspillage, parce qu'il y a des règles d'hygiène. Si demain on retirait tous les plastiques de cette pièce, on serait tous très embêtés, en vrai. Donc, les chaises sur lesquelles vous êtes assises, vous en avez partout. Donc, par contre, l'idée, c'est de juste remettre le plastique à sa place. Le plastique avait une vocation à être utilisé à bon escient. Il était léger, facile, il a plein de vertus, autant que le carton, parfois. Donc, l'idée, ou le bois. Donc, l'idée, c'est juste, quand on peut, en remplacer, et surtout d'aller vers la diversité des solutions, parce qu'une solution, ça ne suffira pas. C'était sur la question de la bioremédiation et l'utilisation d'inoculums de consortium de bactéries pour améliorer, pour traiter soit des sols, soit des sédiments. Il y a eu quand même des expériences dans le cadre du plan national PCB, alors ça remonte peut-être un petit peu à loin, entre 2008 et 2010, où notamment Accelera avait travaillé sur ces sujets. Et c'était aussi intéressé à la question des rendements, parce que quand on passe à la phase d'industrialisation, derrière, il faut que ce soit également économiquement viable. Et c'est vrai que par rapport aux rendements observés en termes de taux d'abattement des PCB, alors les PCB, c'est vrai que c'est des molécules peut-être un petit peu plus récalcitrantes, on est bien d'accord, les résultats étaient quand même assez mitigés, malheureusement.
Merci, on va devoir s'arrêter là. Non, c'est quand j'arrête que la question arrive, c'est normal. C'était pas sur les plastiques, c'était sur l'antibiorésistance, parce qu'on parle beaucoup de l'antibiorésistance. On sait que maintenant, il y a des problèmes avec les fongicides, notamment les triazoles. On retrouve des gènes de résistance un peu partout, y compris dans les poumons des hommes. Est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'il y a aussi des programmes autour de ces questions de résistance aux fongicides? Oui, bien sûr. Ah ben, ça tombe bien parce que hier j'étais dans une réunion interne à l'ANSES où on essayait de construire un séminaire autour des résistances en général. Donc c'est vraiment d'actualité. Et notamment sur à quoi d'autre. Donc il y a les fongicides, insecticides, etc. En fait, on est parti. Au départ, on était parti sur les mécanismes. Se dire, bah tiens, il y a des gènes communs ou il y a des plateformes communes, etc. Puis après, on a un petit peu fait évoluer les débats parce qu'on s'est dit, on n'est pas sûr de. Enfin, il ne faudrait pas non plus qu'on crée l'histoire avant qu'elle y soit. C'est-à-dire de se dire, ah bah tiens, parce qu'il y a telle plateforme qui est commune, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Du coup, on a inversé le débat et on s'est dit qu'on allait partir par les enjeux. Qu'est-ce qui les impacte? Qu'est-ce qu'on a comme impact? Par exemple, pour les antibiotiques, c'était l'échec thérapeutique, très concrètement. Pour les antiparasitaires en médecine vétérinaire, c'est très clairement aussi la même chose chez les animaux. Et de partir de l'impact ça dans la société en général, dans les différents secteurs, ça peut être intersectoriel ou uniquement sectoriel. Et ça nous a semblé être la bonne piste, mais c'est ouvert au débat d'ailleurs. Hein. Parce que la première chose, quand on se dit, tiens, on va regarder les résistances en général, parce que c'est vrai que c'est quand même un thème qui émerge, par où on commence? On a envie de commencer par les mécanismes. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui dit, on parlait de genre tout à l'heure, d'espèces, qu'est-ce qui dit que le Pseudomonas aeruginosa qu'on a en clinique est si proche que ça d'un Pseudomonas qu'on va avoir sur une plante, à part qu'il s'appelle Pseudomonas, mais voilà, qui peut dire ça juste parce que un peu de façon naïve, on se dit tiens, c'est le même genre, on connaît l'un, il doit y avoir des trucs, et on se met à élaborer des hypothèses qui peut-être on n'est pas sur les bons sujets. Donc on a décidé donc c'est une proposition d'étudier ces résistances en général par les impacts d'abord, de regarder pourquoi on va se mettre à étudier ce tir croisé entre différents organismes qui n'ont vraiment rien à voir, hein, les bactéries, les champignons, voilà. Exactement, ouais, ça peut être. Voilà. Ouais. Non, bah voilà. Non, mais on disait que sur les aspergilloses, et notamment chez les patients immunodéprimés, il peut y avoir un échec thérapeutique justement parce que les aspergillus sont résistants à certaines molécules antifongiques. Ouais. C'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue plusieurs fois avec Christian parce que dans l'est de la France, en particulier dans la région Bourgogne-Franche-Comté, les triazolés sont utilisés à la fois pour traiter le bois, en menuiserie, sur les scieries. Ils sont aussi utilisés dans les grandes cultures. Et on les voit arriver aussi avec les bulbes, en particulier tous les bulbes qui viennent de Hollande. Donc c'est vrai qu'il y a un suivi au niveau du CHU de Besançon qui est assez remarquable là-dessus, sur l'émergence d'aspergillose, en particulier chez les immunodéprimés. Et en particulier, voilà. Et donc voilà, il y a une espèce de cycle, d'analyse de cycle de vie, on va dire, voilà. Et avec effectivement des plateformes hyper intéressantes qu'on retrouve impliquées dans d'autres résistances. Voilà, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là parce que le temps nous presse un peu, mais c'était un plaisir de vous entendre tous les 5. Je voudrais qu'on vous applaudisse pour vous remercier. Voilà, on n'a bien sûr pas fait le tour de toutes les questions en lien avec ces enjeux qui étaient quand même assez nombreux, environnementaux, sociétaux et économiques, c'est pas mal. Je vous propose de marquer une pause, mesdames et messieurs, et on se retrouve après celle-ci pour parler de la place de l'écotoxicologie microbienne dans le paysage scientifique national. On se retrouve, allez, au plus tard à 16h, c'est jouable ça? On va essayer. À tout à l'heure.